Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Hier, le Sénat a rejeté les crédits de la mission Immigration, Asile, Intégration lors de l'examen du projet de loi de finances 2019. C'est ce que préconisait d'ailleurs un rapport de la Commission des lois signé François-Noël Buffet qui a souligné les faiblesses du budget, 1,580 milliard d'euros. Autre grief pour la majorité sénatoriale, l'immigration irrégulière. La Commission dénonce l'enveloppe qu'elle juge insuffisante consacrée à la lutte contre l'immigration irrégulière, ainsi que le faible taux de mesures d'éloignement exécutées à l'encontre des personnes également en situation irrégulière. 17,5% en 2017, un chiffre qui tombe à 12,5% pour les 6 premiers mois de 2018. La gauche, au Sénat, en total désaccord avec le rapport de François-Noël Buffet, a elle aussi dénoncé le texte, mais pour des raisons diamétralement opposées. Retour donc au débat dans l'hémicycle. Le Sénat va examiner les crédits de la mission Immigration, Asile et Intégration et l'article 77 quater. La parole est à Monsieur Sébastien Meurant, rapporteur spécial de la Commission des finances, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le 3 octobre, le ministre de l'Intérieur, l'homme le mieux informé de France, décrivait la situation très dégradée des quartiers sensibles aux mains d'islamistes radicaux et de narcotrafiquants. Je crains que demain, on ne vive face à face. Comment en est-on arrivé là? Revenez 30 ou 40 ans en arrière, que la France paraissait paisible. Disons-le tout net, le budget 2019, immigration, asile et intégration, pourtant en augmentation de 22,7%, à hauteur d'1,7 milliard d'euros, n'a aucune ambition politique de traiter ces immenses défis. N'est-il pas urgent d'ouvrir le débat sur les priorités de la générosité nationale? Tout d'abord, ces 3 termes obéissent à une compréhension différente et devraient être traités séparément. L'asile pour Asia Bibi n'a rien à voir avec les questions d'immigration d'un étudiant ou d'un cadre japonais qui vient travailler en France. L'intégration, ultime étape d'un parcours personnel, renvoie à l'idée d'un désir de vivre dans un pays d'adoption et d'y partager les valeurs et les usages. Si le rôle du politique est de fixer des repères, laisser ensemble ces 3 notions revient à ne pas comprendre, ni maîtriser, ni anticiper les dangers pour la patrie que représente cette absence de politique migratoire. Il faut nommer, compter et distinguer. D'ailleurs, ces 1,7 milliard ne représentent qu'une infime partie des coûts liés à l'immigration. Dans le document de politique transversale annexé au PLF 2019, auquel contribuent 9 ministères, le coût estimé est de 6,2 milliards. Y a-t-il une crise migratoire? Certains disent non. J'ai été reçu à France Terre d'Asile où le directeur général m'a assuré qu'il n'y avait plus de crise migratoire. Malheureusement, dans la même conversation, il m'a affirmé que les effectifs de son organisation étaient passés de 30 personnes en 1998 à 900 personnes en 2018 et que pourtant, il manquait de moyens. Sans compter les zones de conflit et la dégradation du contexte géostratégique, les bouleversements démographiques qui sont à nos portes, avec une Afrique passée de 100 millions d'habitants en 1900 à 1,2 milliard aujourd'hui et à 2,5 milliards en 2050, ces chiffres appellent à sortir du silence. Pouvons-nous, en conscience, détourner les yeux? Adam Smith, en 2017, dans La ruée vers l'Europe, affirme que l'on n'a jamais connu une telle pression démographique. À l'échelle du continent africain, 42% des jeunes déclarent vouloir émigrer. Cette absence de lucidité par rapport aux enjeux, ce budget en est imprégné. Pour les 70 à 80 000 OQTF, le gouvernement fait malheureusement semblant d'appliquer les décisions. Ainsi, observe-t-on une stagnation des crédits de reconduite à la frontière autour de 30 millions d'euros depuis 4 ans et une baisse continue du taux d'exécution des mesures d'éloignement, atteignant à peine 12,5% au premier semestre 2018. Pourquoi? Que deviennent ces personnes? Les chiffres des demandes d'asile sont systématiquement sous-évalués. En 2017, 97 300 demandes d'asile avaient été prévues, mais plus de 100 000 avaient été enregistrées. L'enveloppe de l'ADA, pourtant revalorisée de 5,7%, pour atteindre un peu plus de 335 millions d'euros, sera insuffisante. L'asile continue en effet d'augmenter, à rebours de ce qu'on observe chez nos voisins. Ainsi, au premier semestre, la demande d'asile a augmenté de 16,7% et nous devrions dépasser les 110 000 demandeurs d'asile en 2019, contre 35 000 en 2007. Mais surtout, ces chiffres cachent la hausse des demandeurs d'asile sous procédure Dublin, alors que partout en Europe, les demandes reculent, elles continuent d'augmenter chez nous.
N'est-ce pas la conséquence de notre politique laxiste? Mais je dois dire, mes chers collègues, que ce qui me choque le plus, c'est la gestion comptable de cette question décisive pour notre avenir. Nous alignons des chiffres sans réaliser qu'en 2017, nous avons reçu plus de 100 000 demandeurs d'asile, nous avons reçu des mineurs isolés, nous avons accordé 240 000 titres de séjour. Si l'on ajoute les dublinés, l'immigration clandestine, nous dépassons largement les 450 000 entrées. Avons-nous conscience, mes chers collègues, qu'à ce rythme, sur 5 ans, c'est au minimum la population de la ville de Paris que nous aurons accueillie? Pouvons-nous nourrir, loger, soigner, intégrer dignement autant de personnes? Vous avez la réponse. Avons-nous été élus pour agir contre les intérêts de la France et des Français? Il n'y a ni fermeté, ni humanité à laisser faire les trafiquants d'êtres humains qui se jouent de nos faiblesses. Pour éviter d'aller plus avant dans la désintégration de l'identité nationale et la partition du territoire, ayons le courage de reprendre en main nos frontières qui décrivent les appartenances culturelles et historiques dont nous avons besoin pour vivre. Avec la situation chaotique que nous traversons, le président Macron serait bien inspiré de refuser le pacte pour l'immigration et je vous invite naturellement, mes chers collègues, à rejeter ce budget qualifiable d'insincère. Merci. La parole est à Monsieur François-Noël Buffet, rapporteur pour avis de la Commission des lois. Pour 3 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, quelques observations. 3 minutes, c'est bref pour résumer un avis que doit rendre la Commission des lois sur ce budget immigration-asile. Je rappellerai donc quelques principes, simplement. À périmètre constant, il faut le reconnaître, ce budget augmente de l'ordre de 12%. Il faut également reconnaître qu'il y a un effort qui a été fait assez substantiel, puisque par rapport au PLF qui était prévu, on a une augmentation de 0,6%, c'est-à-dire de 200 millions d'euros. Cependant, la Commission des lois a trouvé que présenter des regrets face à cette proposition de budget, parce qu'elle retrouve des incohérences telles que nous avions relevées à l'occasion de la loi Asile, Immigration, Intégration promulguée en septembre dernier. Alors les efforts, Monsieur le Ministre, nous les avons bien observés, puisque notamment en matière d'intégration, d'abord, éternel parent pauvre des politiques migratoires ces dernières années et dont votre rapporteur n'a cessé de dénoncer l'insuffisance des moyens l'année dernière à cette tribune, à ce même moment. La hausse des crédits devrait bénéficier à l'accueil des étrangers primo-arrivants, avec notamment des mesures d'insertion professionnelle et un doublement des cours de langue, comme le préconisait le Sénat. Cela doit être dit, encore faudra-t-il rester attentif sur la mise en œuvre. Des efforts d'accompagnement des réfugiés dans les conditions matérielles, avec la création de places d'hébergement pour les non-demandeurs d'asile. C'est un point important. En revanche, il faudra sans doute à terme simplifier le dispositif technique qui paraît complexe. Mais ces hausses ponctuelles et significatives par rapport à 2018, les moyens programmés pour le présent budget sont généralement fondés sur des hypothèses peu plausibles et restent notoirement insuffisants au regard de la réalité des phénomènes migratoires auxquels nous devons faire face. Le projet de loi de finances prévoit une stabilisation de la demande d'asile en 2019 puis en 2020. Or, situation atypique en Europe, la France reste exposée à une demande d'asile sans précédent, en hausse de près de 19% pour 2018, avec des flux secondaires qui arrivent d'ailleurs par l'Espagne. Je ne rentre pas dans le détail, nous avons déjà évoqué ce sujet, et probablement un dépassement de la demande d'asile au-delà de 100 ou peut-être même 120 000 personnes demandeurs cette année. Or, les budgets qui sont alloués à nos organismes sont stables. L'OFPRA, la CNDA et probablement l'OFII ne pourront pas tenir les délais cibles de traitement des demandes en 6 mois en moyenne, ni l'objectif de 86% des demandes d'asile hébergées. Concernant l'immigration régulière, toujours très dynamique, les admissions exceptionnelles au séjour ont cessé de croître. Mais nous n'avons pas vu ce que nous avions espéré, à savoir la suppression de la circulaire Valls, qui représente quand même 30% de ces régularisations. Enfin, sur l'immigration irrégulière, elle demeure le parent pauvre de la politique migratoire. En la matière, les crédits ne représentent que 8% de ceux de la mission, et si un effort important est consenti cette année sur la rétention, avec la création de 450 places nouvelles, l'effort lui-même est quasi nul depuis 4 ans sur les crédits dédiés à l'éloignement. Alors, nous ne sommes pas, semble-t-il, la France en tous les cas, n'est pas en mesure de réaliser un quelconque suivi des déboutés du droit d'asile. Il n'est guère étonnant que nos politiques d'éloignement des étrangers en situation irrégulière soient en réalité un échec. Le taux d'exécution des obligations de quitter le territoire national reste à un niveau dérisoire en 2017. Et pire, il continue à baisser cette année. Sur les 6 premiers mois de 2018, 12,6% des décisions d'éloignement seulement ont été exécutées. Je ne parle pas de Dublin, si ce n'est pour dire
que l'évolution de Dublin qui était espérée ne le sera pas, puisque le commissaire, M. Avramopoulos, a annoncé hier dans la presse qu'il n'y avait pas de possibilité de trouver un accord. Nous sommes donc en très grande difficulté. C'est pour l'ensemble de ces raisons et de façon très brève que la Commission a émis un avis défavorable. Je vous remercie. Merci. Dans la suite de notre discussion, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le gouvernement dispose au total de 10 minutes pour intervenir. La parole est à monsieur Jean-Yves Lecomte pour le groupe socialiste et républicain pour 7 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, Monsieur le rapporteur pour avis regrette l'absence d'abrogation de la circulaire Valls sur l'admission exceptionnelle au séjour. Mais pourtant, vous savez bien qu'une circulaire, c'est une espèce de compilation des textes législatifs et réglementaires qui décrivent une situation donnée. Vous ne dites pas exactement ce que vous voulez changer et sur, j'allais dire, les paramètres où le gouvernement a une certaine marge de manœuvre, je voudrais quand même vous rappeler que les critères d'admission au séjour étaient plus souples avec les circulaires Sarkozy de 2006 et Hortefeux de 2008 qu'avec celle de Valls 2012. À titre personnel, je le déplore, mais je dois le constater. Vous regrettez l'absence d'augmentation de crédit pour l'éloignement. Mais rappelons pourtant qu'un éloignement coûte en moyenne plus de 4 SMIC. C'est la méthode qui pose problème aujourd'hui. Ce n'est pas les coûts, ce n'est pas un manque d'argent. C'est le taux rétention pour éloigner qui n'est pas efficace, surtout lorsque les pays d'origine ne coopèrent pas. L'exemple allemand, plus efficace, plus souple en la matière d'éloignement, en témoigne. Et le nombre de personnes irrégulières, en situation irrégulière, vous déplorez leur augmentation, c'est vrai dans toute l'Europe. Mais Monsieur Buffet, nous ne sommes pas seuls en Europe, nous ne sommes pas seuls et finalement de la Grèce à l'Allemagne ou de la Turquie au Maroc, partout, nous avons constaté ces augmentations et s'il s'agit de la France au cours des dernières années, on doit plutôt constater, par rapport à beaucoup de nos voisins, qu'elles sont restées plus maîtrisées et plus linéaires qu'ailleurs. Enfin, quant au rapport de la Commission des finances, il semble confondre les crédits de cette mission de pilotage de la politique d'asile et de migration avec un supposé coût de l'immigration. Pourtant, plus que sur l'ensemble de la population française, les estimations de recettes en termes de cotisations, d'impôts, par rapport aux coûts de prestations sociales, de coûts de scolarité, etc., soulignent que c'est une population qui présente un solde positif pour à la fois leur contribution à l'État et aux organismes sociaux, et ça mérite d'être rappelé plutôt que d'être toujours vu comme un coût. De même, à ce stade, je souhaite rappeler à ceux qui affirment que le pacte de Marrakech sur l'immigration est une mauvaise chose. Si l'on souhaite lutter contre les passeurs et contre les trafics, il est bon d'améliorer le dialogue et les méthodes entre les pays d'origine et les pays de départ. Un cadre de dialogue non contraignant est utile pour lutter contre l'immigration irrégulière et c'est le cas. C'est l'objet de ce pacte qui est un outil non contraignant à la disposition des différents États et qui s'inscrit totalement dans la souveraineté, le respect de la souveraineté des États. Face à ces défis, la France n'est pas seule. Depuis 2015, l'Europe a fait beaucoup. Nous avons en 2015 eu plus de 1 800 000 franchissements irréguliers de la frontière de la zone de l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est moins de 150 000 par an. Les demandes d'asile ont été divisées par 2 sur la période. C'est le résultat de politiques européennes qui apportent et qui donnent du résultat. Et le développement des budgets de Frontex, plus qu'un doublement entre 2015 et 2018, en témoigne aussi. La situation reste préoccupante, mais il faut déjà rappeler le chemin qui a été parcouru. Il est important, Monsieur le Ministre, de faire attention à l'OFPRA, parce que le budget de l'OFPRA, c'est finalement moins de 3 semaines d'ADA et de coûts de l'hébergement pour les demandeurs d'asile. Et c'est important pour des raisons humanitaires, pour des raisons d'efficacité, mais aussi pour des raisons budgétaires que l'OFPRA puisse étudier rapidement les demandes d'asile. Il ne faut pas remettre l'OFPRA dans la situation de 2012. Moins de 100 jours aujourd'hui pour étudier une demande d'asile, c'est un beau résultat de la part des agents de l'OFPRA et de leur travail depuis quelques années. Pour aller plus loin et pour faire plus d'économies, il me semble qu'il faudrait donner la possibilité aux demandeurs d'asile de travailler et veiller à ce que l'application des termes de la nouvelle loi sur l'asile permettent des évolutions dans les préfectures en ce qui concerne
dans les services aux étrangers, l'accueil, la formation, le statut des personnels, mais aussi une cohérence entre les informations qui sont disponibles sur Internet, sur servicepublic.fr, sur les sites des préfectures et la réalité, parce qu'aujourd'hui, tout ça ne correspond pas. Et je rappelle que c'est aussi important par rapport à la gestion des langues qui sera maintenant dévolue aux préfectures et qui sera particulièrement sensible pour améliorer la rapidité des demandes d'asile. En ce qui concerne les conditions budgétaires, je pense aussi à la police de l'air et des frontières, aux conditions de travail des agents de la PAF, à leur temps de travail, souvent qui dépasse largement ce qui devrait être, et tout ça pèse aussi sur les conditions des personnes qui sont en rétention. Monsieur le ministre, si nous sommes finalement très critiques vis-à-vis de la majorité sénatoriale, nous ne pourrons pas non plus voter les crédits d'une politique qui manque de solidarité, qui a manqué de solidarité vis-à-vis de pays comme l'Italie ou l'Espagne, avec les conséquences politiques que nous constatons aujourd'hui en Italie, même si bien entendu nous ne sommes pas seuls responsables, nous avons participé à cette catastrophe européenne. Deuxièmement, je constate que le drame de l'Aquarius hier, mais maintenant c'est des bateaux marchands qui, lorsqu'ils ne font que respecter le droit de la mer et sauvent des vies, ne savent pas où aller pour mettre les personnes qu'ils ont sauvées en sécurité. Je constate aussi que la coopération avec les gardes-côtes libyens de l'Union européenne est très aléatoire, surtout qu'on ne sait pas très bien finalement à qui ils répondent, ces gardes-côtes ou ces supposés gardes-côtes. Enfin, nous refusons une application de la procédure Dublin qui conduit 30% des demandeurs d'asile en France à végéter pendant 18 mois avant de pouvoir commencer une procédure. Pendant ce temps-là, ils sont de manière indigne dans nos rues, alors que soit ils ont déjà eu une demande d'asile étudiée dans un autre pays, et il faut être plus efficace, et il faut changer les règles, soit ils n'ont pas encore fait une demande d'asile ailleurs, et il faut que nous appliquions Dublin de manière plus souple, de manière à ce qu'ils puissent demander faire une demande d'asile en France immédiatement et pas 18 mois après. Et ces 30%, de toute façon, ils ne reviennent pas parce que ni l'Italie ni l'Allemagne ne les reprennent et par conséquent, ils restent ici. Et c'est pour cela qu'il faut appliquer Dublin de manière plus souple. Monsieur le ministre, une autre question. Nous avons des personnes qui ont travaillé avec l'armée française en Afghanistan, qui font des demandes de visa pour asile en France. Pourquoi toutes ces personnes n'obtiennent pas la capacité d'avoir un visa pour asile dans des conditions dignes et le plus rapidement possible? Enfin, en conclusion, je n'ai pas parlé d'intégration à ce moment parce que je pense que compte tenu de l'intervention de notre collègue de la Commission des finances, avec ce type de discours, nous ne pourrons jamais intégrer. On peut faire pleuvoir les milliards sur la France, sur cette politique. Avec ce type de discours, rien de jamais ne sera possible. Parce que la France inclusive que nous voulons, celle que nous appelons de nos vœux, elle n'a pas besoin d'une pluie de milliards sur ce budget. Elle a besoin juste qu'elle sème et qu'elle aime ses principes et qu'elle les fasse vivre. C'est plus difficile que d'avoir des milliards. Mais c'est ça l'enjeu pour l'intégration. C'est le respect des droits, c'est l'absolu refus de toute discrimination et le fait que d'une génération à l'autre, les jeunes qui naissent en France puissent se sentir français et ne se sentent pas discriminés par leur origine. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Guillaume Arnel pour 5 minutes pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les crédits affectés à la mission Intégration, Asile et Intégration dans le PLF pour 2019 sont en hausse par rapport à l'année passée de 22,7% par exemple en crédit de paiement. Mais comme d'autres missions, son périmètre s'est élargi. Si l'on compare à périmètre constant, l'augmentation n'est en réalité que de 12 à 14% en crédit de paiement. Cette augmentation, néanmoins nécessaire, vise à faire face aux demandes d'asile toujours plus nombreuses, année après année, plus 17% en 2008 par rapport à 2017, que notre pays doit traiter. C'est donc sans surprise que la grande majorité des crédits sont concentrés sur l'action 2, garantie du droit d'asile. Mais bien entendu, ces chiffres ne sauraient refléter à eux seuls les dépenses de l'État dans les politiques d'immigration, d'asile et d'intégration, qui ont de multiples coûts annexes, portant la facture pour l'État à près de 5,8 milliards d'euros pour l'année 2018.
Si le gouvernement a augmenté les crédits de mission, ceux-ci restent encore insuffisants pour traiter en profondeur cet enjeu majeur qu'est la question de l'immigration et l'asile dans notre pays. Conscient qu'il faut totalement repenser notre système d'accueil et d'intégration, de l'hébergement d'urgence à l'exécution des décisions administratives, j'accueillais très favorablement l'initiative prise par le gouvernement de dédier une loi à cette problématique. Cela me semble d'autant plus nécessaire que partout en Europe et même ailleurs, le populisme gagne du terrain en se nourrissant de la question migratoire. Une approche globale est donc absolument nécessaire si l'on veut que les Français ne perçoivent pas notre politique d'accueil et d'intégration comme une charge déraisonnable et contraire à leurs intérêts. Il faut avoir à l'esprit que cette vision négative est liée au sentiment de déclassement et au renforcement des inégalités que certains de nos concitoyens éprouvent. Tels étaient mes mots en juillet dernier, Monsieur le ministre, qui font malheureusement écho à l'actualité avec cette crise des gilets jaunes que nous sommes en train de vivre. Mais pour revenir à la question migratoire, le texte de juillet dernier, s'il avait la vertu de venir corriger ou améliorer certains dispositifs, laissait des pans entiers de la problématique sans réponse. Comme les États à l'échelle européenne, les territoires français ne sont pas exposés de la même manière au phénomène migratoire. Les zones frontalières et particulièrement les îles françaises les plus éloignées sont les premiers impactés. La situation en Outre-mer est ainsi largement sous-estimée. Je pense notamment à Mayotte, à la Guyane, mais aussi à mon territoire, Saint-Martin, qui doit faire face à un afflux conséquent de migrants au regard de leur taille et de leur population, fragilisant fortement les équilibres locaux. À Saint-Martin, l'inexistence d'une frontière étatique physique sur l'île tend également à favoriser l'installation de populations immigrées dont la précarité s'est accrue après les désastres causés par l'ouragan Irma, dont nous peinons toujours à nous relever. Rien non plus dans la loi de juillet dernier ne permet de surmonter les difficultés chroniques dans les services publics régaliens ou de garantir les solutions d'hébergement d'urgence effectives. Elle ne contenait pas davantage de dispositions contraignantes relatives à la question des futurs réfugiés climatiques ou encore pour lutter contre la traite des êtres humains à laquelle se livrent les passeurs. Ce PLFS 2019, on ne retrouve non plus aucune mesure, ne vient compléter utilement nos travaux de juillet dernier ou apporter des moyens supplémentaires pour combler les lacunes que je viens de citer. L'augmentation des crédits de paiement est donc avant tout un ajustement du budget pour tenir compte de l'accroissement des demandes d'asile à traiter, ce qui est indispensable. Et c'est peut-être l'une des seules raisons pour laquelle le groupe RDSE votera dans sa grande majorité pour l'adoption des crédits. Mais nous vous mettons en garde. Si le gouvernement veut réellement traiter le sujet dans toutes ses dimensions, il lui faudra mobiliser des moyens beaucoup plus conséquents à l'avenir. La parole est à notre collègue Loïc Hervé pour l'Union centriste pour 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la qualité de notre politique d'intégration est au cœur de l'équilibre général de notre politique d'immigration et d'asile. Nos priorités sont connues. Nous voulons un système d'asile plus rapide, une politique d'éloignement plus efficace pour les étrangers en situation irrégulière, une politique d'intégration digne de notre République pour tous ceux à qui nous donnons le droit de séjourner en France. Ces mots ne sont pas de moi, mais du Premier ministre lors de sa déclaration devant le comité interministériel à l'intégration le 5 juin dernier. Autrement dit, pour le gouvernement auquel vous appartenez, Monsieur le ministre, vous souhaitez mettre en œuvre l'ensemble des moyens nécessaires à la réalisation de vos objectifs. Il s'agit d'une volonté que nous saluons. Au regard de ces dernières années, force est de constater que la demande d'asile connaît en France une hausse sans précédent, alors que pour d'autres États européens, elle est en baisse. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur l'ensemble de la période 2007-2017, la demande de protection internationale en France a pratiquement triplé, avec 183%. L'immigration régulière est toujours très dynamique, puisque certains efforts ont été réalisés.
En effet, l'année 2019 reste marquée par une augmentation des crédits dédiés à l'accueil des étrangers primo-arrivants. De plus, la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie connaît ses premiers effets. Elle a permis, sans être exhaustif, une meilleure insertion professionnelle des étrangers, mais aussi leur a assuré une formation dispensée en langue française. Cependant, notre commission des lois, par la voix de notre collègue M. François-Noël Buffet, signale que malgré des hausses ponctuelles, les moyens programmés par le présent budget sont fondés sur des hypothèses irréalistes et restent notoirement insuffisants au regard des phénomènes migratoires auxquels la France est aujourd'hui confrontée. Comme je l'ai indiqué au début de mon intervention, en raison de la forte hausse de la demande d'asile pour notre pays, les objectifs avancés par le gouvernement concernant les délais cibles de traitement des demandes d'asile en 6 mois, ainsi que 86% des demandeurs d'asile hébergés, ne semblent pas tenables. Aussi, je voudrais attirer votre attention sur les crédits alloués à l'action 3 du programme Immigration et Asile, intitulé « Lutte contre l'immigration irrégulière », qui sont certes bienvenus, mais ne prennent pas en compte les conséquences de l'augmentation des demandes d'asile, ainsi que les flux secondaires venus notamment d'Italie et d'Espagne. Sur cet aspect, ma collègue Denise Saint-Pé avait d'ailleurs alerté le gouvernement lors des questions d'actualité au gouvernement le 8 novembre dernier. Elle indiquait alors que les Pyrénées sont devenues une nouvelle route pour les populations migrantes. Plus de 50 000 personnes sont arrivées sur les côtes espagnoles depuis le début de l'année, ce qui représente la moitié des entrées sur le continent. Vous évoquiez, Monsieur le Ministre, en réponse à ma collègue, votre volonté de nommer un coordinateur pour l'ensemble du massif pyrénéen, afin qu'un interlocuteur unique dialogue avec les autorités espagnoles. Pouvez-vous nous indiquer si cette initiative s'est concrétisée et que ressort-il de vos échanges avec les autorités espagnoles? La suite de mon propos sera consacrée au nombre effectif de mesures d'éloignement. Nous le savons, mes chers collègues, sur ce point-là, l'effort est quasi nul. En effet, depuis 4 ans, les frais d'éloignement des migrants en situation irrégulière stagnent à un niveau proche de 30 millions d'euros. Je veux notamment faire référence ici à l'organisation des procédures d'éloignement par voie aérienne et maritime des étrangers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement et dont la mise en œuvre revient à la police aux frontières. Le problème est connu, mes chers collègues. Près de 9 obligations de quitter le territoire sur 10 ne sont pas exécutées. C'est une question complexe qui ne nécessite pas simplement une écriture budgétaire. J'en suis bien conscient. Plus globalement, le problème majeur sur lequel bute ce gouvernement, comme ceux qui l'ont précédé d'ailleurs, c'est le traitement des déboutés du droit d'asile. Oui, la France doit continuer à protéger les populations en danger au titre de l'asile. Oui, elle a encore des progrès à faire dans le traitement de ces demandes et sur les garanties offertes à ceux qui obtiennent ce droit d'asile. Mais surtout, pour que le système fonctionne, pour qu'il ait un sens, il est indispensable que nous trouvions de nouvelles solutions efficaces pour que les déboutés ne viennent pas quasi systématiquement grossir les rangs des personnes en situation irrégulière sur notre territoire. Pour conclure, je relève à mon tour que cette diminution des crédits est en contradiction avec la politique affichée à plusieurs reprises par le gouvernement de faciliter l'accès aux places de rétention partout sur le territoire, dans l'objectif notamment de lutter contre l'insécurité et renforcer la lutte contre l'immigration irrégulière. Au regard de l'ensemble de ces observations, Monsieur le Ministre, les sénateurs centristes ne peuvent pas apporter leur soutien au crédit de la mission Immigration, Asile et Intégration du projet de finances pour 2019. La parole est maintenant à Monsieur Dany Wattebled pour le groupe Les Indépendants pour 5 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, dans le projet de loi de finances pour 2019, la mission Immigration, Asile et Intégration voit ses ressources fortement augmenter, ça il faut le souligner. En effet, le montant des crédits de paiement accordés à cette mission s'établit à 1,7 milliard d'euros et en autorisation d'engagement et à 1,9 milliard d'euros, soit une progression respective de 23 et 37% en un an. Bien sûr, le budget augmente, mais la crise migratoire que connaît l'Union européenne et les programmes de relocalisation sont loin
d'être suffisant. Ne nous trompons pas, il s'agit encore une fois d'un budget d'affichage où rien n'est fait efficacement pour lutter contre l'immigration irrégulière. C'est pourquoi ce budget suscite de nombreuses remarques. Tout d'abord, un point positif, je salue les efforts consentis en vue d'accueillir les étrangers en situation régulière. Je citerai le renforcement du dispositif d'hébergement d'urgence et les formations linguistiques, l'évolution du contrat d'intégration républicaine. En revanche, il est toujours difficile de comprendre que le gouvernement persiste à refuser l'abrogation de la circulaire Valls du 28 novembre 2012, qui conduit en 5 ans à une augmentation de plus de 30% de régularisation d'étrangers en situation irrégulière. En 2017, il y a eu 10 654 exécutions de mesures d'éloignement, de moins qu'en 2012, alors que la pression migratoire était largement supérieure. Pire encore, si le nombre d'exécutions de ces mesures recule, signe de l'insuffisance des politiques mises en œuvre. Sur ce point, les chiffres sont édifiants. Seuls 17,5% des obligations à quitter le territoire français ont été exécutées l'an dernier. Il s'agit du plus bas point historique. Non seulement ces obligations de quitter le territoire sont peu appliquées, mais le gouvernement ne prend même pas la peine de prendre une telle mesure si un demandeur d'asile est débouté de sa demande. En effet, seuls 36% des déboutés en reçoivent une. Une politique d'éloignement efficace constitue, à bien des égards, le pendant d'une bonne intégration des étrangers en situation régulière et notamment des réfugiés. La crédibilité de nos politiques d'éloignement est en outre entachée, bien sûr, comme certains l'ont dit, par la difficulté d'application du règlement Dublin, qui prévoit le transfert de demandeurs d'asile vers l'État de l'Union européenne responsable de leur traitement. Sans qu'une volonté de réforme se manifeste à ce jour, moins de 12% des étrangers sous statut Dublin ont été effectivement transférés vers un autre État début 2018. Ce laxisme en matière d'éloignement du territoire nous amène, Monsieur le Ministre, à refuser d'éloigner ceux qui représentent une menace pour la sécurité des Français. Je veux parler de 3 391 étrangers fichés pour radicalisation en caractère terroriste. Monsieur le ministre, vous l'aurez bien compris, mes chers collègues, dans ce contexte, le groupe Les Indépendants ne votera pas les crédits de la mission Immigration, Asile et Intégration du projet de loi de finances pour 2019. Merci. La parole est maintenant au président Thani Mohamed Soilihi pour le groupe La République En Marche et pour 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, cette année encore, et malgré un environnement budgétaire contraint, un contexte migratoire difficile, le budget consacré à la mission Immigration, Asile et Intégration connaît une augmentation significative puisqu'il atteindra 1,69 milliard en 2019, soit 314 millions d'euros de plus qu'en 2018. Cette hausse de 22%, en cohérence avec l'objectif du plan gouvernemental de refonte de notre politique d'asile et d'immigration et les dispositions de la loi du 10 septembre dernier, vous permettra, Monsieur le Ministre, d'améliorer les conditions d'exercice du droit d'asile et de faire face aux défis des migrations et de l'intégration des étrangers entrés régulièrement en France. Suivant ces 3 objectifs, le budget que vous nous présentez prévoit une mise à niveau et une réorganisation du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile qui permettra de disposer de plus de 97 000 places en 2019. S'il est vrai que ce budget a été construit sur une hypothèse optimiste de stabilisation de la demande d'asile et de baisse des demandeurs d'asile placés sous la procédure Dublin, il me semble que sa sincérité n'en est pas pour autant affectée. En effet, cette année, aucun décret d'avance n'a été prévu sur cette mission dans le projet de loi de finances rectificative, ce qui démontre que cette action n'avait pas été sous-budgétisée. Je tiens à préciser que cela n'était pas arrivé depuis 9 ans. En second lieu, s'agissant de l'immigration régulière, je voudrais saluer les efforts consentis par le gouvernement en matière d'intégration des étrangers primo-arrivants. Les crédits alloués permettront notamment le renforcement de l'accompagnement en matière d'insertion professionnelle et le doublement des cours de français et d'éducation civique.
L'emploi, la maîtrise de la langue et la compréhension des valeurs de la République sont en effet des facteurs essentiels d'intégration. Enfin, concernant la lutte contre l'immigration irrégulière, s'il est vrai que l'essentiel des crédits est consacré au maintien en zone d'attente ou en rétention, il est en revanche inexact de dire que l'effort dédié à l'éloignement est quasi nul. 30,9 millions d'euros consacrés aux frais d'éloignement des migrants en situation irrégulière, ce n'est pas rien, même si ce n'est pas suffisant. Je ne peux évidemment pas m'exprimer sur cette question sans évoquer la situation au sein de mon département, où plus de la moitié de la population est étrangère et d'où sont effectuées chaque année la moitié des reconduites à la frontière depuis la France. La pression migratoire inouïe que subissent les Mahorais m'avait conduit à proposer l'adaptation des règles d'acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France. Cette proposition avait reçu l'avis favorable du Conseil d'État et a été validée par la suite par le Conseil constitutionnel. Il faut savoir que cela concerne tout de même 41 à 50% des naissances effectuées à Mayotte. Au cours des 10 derniers mois, c'est très bien, Madame la Présidente. Au cours des 10 derniers mois, il y a eu des tensions importantes dans les rapports entre les autorités comoriennes et les autorités françaises. Ces tensions avaient eu pour conséquence de suspendre le retour chez eux de migrants reconduits à la frontière depuis Mayotte ou de les rendre aléatoires, suscitant la colère légitime de la population mahoraise. La crise était tellement profonde que le 21 mars dernier, par exemple, l'Union des Comores avait renvoyé vers Mayotte un bateau qui devait accoster en juin avec à son bord une centaine de reconduits à la frontière. Fort heureusement, nous avons retrouvé le chemin du dialogue et aujourd'hui, des retours sont de nouveau effectués grâce aux relations que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, entretient avec le gouvernement comorien. Et il est vrai que le dialogue est primordial, comme le soulignait tout à l'heure notre collègue Lecomte. Ce dialogue entre nos deux pays, mené en concertation avec les élus mahorais, devrait donner lieu à la formalisation d'un document cadre très prochainement qui comportera des décisions et des engagements réciproques en matière de lutte contre les mouvements de population non maîtrisés et de sauvegarde des vies humaines, ainsi qu'en matière de développement. Comme mes collègues parlementaires de Mayotte, je serai bien évidemment vigilant quant à sa bonne mise en œuvre et compte sur le gouvernement pour apporter une solution pérenne à cette problématique. Pour conclure, je pense que ce budget pour 2019 donnera au gouvernement les moyens de mener des politiques ambitieuses en matière d'asile et d'immigration régulière et irrégulière. C'est la raison pour laquelle le groupe La République En Marche votera en faveur des crédits de cette mission. Merci. La parole est à Madame Esther Benbassa pour le groupe communiste républicain citoyen écologie pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues, il y a quelques mois, notre Haute Assemblée adoptait un texte validant l'enfermement des mineurs en centre de rétention administrative, facilitant les expulsions et réduisant l'accès aux droits des exilés, alors même que nous connaissions toutes et tous la terrible réalité de ces destins arrachés à leur terre natale par la guerre, la famine, la persécution, l'instabilité politique et le dérèglement climatique. Après le vote de la loi Asile et Immigration, restait à découvrir le budget sur lequel s'appuierait sa mise en œuvre. Chacun peut aujourd'hui constater la nette augmentation des crédits alloués à cette mission. Pourtant, sous ces apparences flatteuses se cache une réalité tout autre. Alors que croît le nombre de requérants à l'OFPRA et en dépit des alertes lancées par les professionnels de terrain, le gouvernement mise sur une stabilisation très hypothétique des demandes d'asile.
le dispositif d'hébergement et de formation professionnelle absolument nécessaire à l'intégration des personnes émigrées souffre d'une évidente sous-budgétisation. Ce choix politique ne fera qu'aggraver la précarité déjà grande des exilés et aboutira, je le crains, à l'apparition de nouveaux campements de fortune. Par là, le gouvernement nous éclaire sur sa priorité, la lutte contre l'immigration irrégulière, au détriment de l'intégration républicaine, ce qu'attestent notamment les 450 places supplémentaires en CRA qui seront créées à l'aide au retour largement déployée par l'exécutif. Du fait d'un désengagement de l'État qui se refuse à développer des programmes pertinents comme celui de l'AFPA, ce sont les forces vives de la société civile qui prennent le relais. La CIMAD, Coalia et d'autres, tant d'associations et d'ONG qui sont à la pointe des combats en faveur des migrants que les pouvoirs publics renoncent à mener eux-mêmes sur l'accès aux droits, l'accès aux soins et la socialisation par l'emploi et l'apprentissage du français. Au lieu de promouvoir les bienfaits de certaines politiques publiques exemplaires en matière d'intégration ou d'apprécier pour ce qu'elles sont les innovations de la société civile pour accompagner l'arrivée des exilés, le gouvernement préfère agiter les peurs. Pourtant, que vous le vouliez ou non, Monsieur le secrétaire d'État, les mouvements de population à l'échelle mondiale ne sont pas près de s'estomper. Reprenant, hélas, à son compte les termes du Rassemblement national, votre prédécesseur estimait l'Europe actuellement submergée par l'immigration d'une Afrique appauvrie et d'un Moyen-Orient en guerre. Je parle de M. Colomb, excusez-moi. Avec les 250 millions de réfugiés climatiques supplémentaires prévus par l'ONU d'ici à 2050, nous ne sommes qu'à l'aube de flux migratoires susceptibles de bousculer le principe même de frontières. Nous devons donc adopter dès à présent une politique budgétaire ambitieuse en faveur d'une prise en charge sociale et sanitaire des exilés, par un traitement plus attentif et plus fluide des dossiers par l'OFRA et la CNDA, et par un soutien accru aux associations qui effectuent un travail remarquable. Monsieur Bonhomme, vous allez vous faire engueuler encore par Monsieur Castaner. Il n'est pas là, mais ça va vous arriver, hein, comme moi. Bon. Soyons à la hauteur des enjeux et de l'histoire. Lors de l'arrivée des Boat People en France, Raymond Aron, Jean-Paul Sartre et d'autres avaient réussi à dépasser les clivages idéologiques pour agir en leur faveur. 120 000 d'entre eux furent effectivement admis et ceux-ci s'intégrèrent parfaitement. Pourquoi serions-nous incapables du même geste? Je vous remercie. La parole est à M. Roger Karoutchi pour le groupe Les Républicains pour 4 minutes, chers collègues. Pardon. Monsieur le ministre, je pense bien que ce soir vous avez l'esprit plus sur samedi que sur les problèmes migratoires. Je suis désolé et j'espère pour vous que vous aurez la ténacité et le courage nécessaires pour assurer samedi la sécurité de tous les Français. Mais revenons au sujet du jour. Je ne veux pas refaire, j'ai l'impression de parler tout le temps d'immigration et de faire 20 fois, 30 fois des rapports. Alors en flash, je n'ai que très peu de temps, des flashs. 1. Tout État a le droit de décider qui rentre sur son territoire. Dans ces conditions, nous avons déjà les obligations européennes. Celles-là, elles sont là depuis des années, elles sont parfois compliquées, elles seront certainement renégociées après les élections européennes, parce que vu le climat politique général dans l'ensemble de l'Europe, je doute qu'on en reste aux règles actuelles. Deuxième élément, là-dessus je n'insiste pas, je trouve un peu
difficile, incohérent et franchement sans intérêt majeur le pacte sous les auspices de l'ONU, théoriquement pas normatif, mais pratiquement il y aura toujours quelqu'un pour venir nous dire oui mais l'article 27 bis dit que, est-ce qu'il ne faudrait pas que la France rentre dans ce cadre? Je ne suis pas convaincu que ce pacte ait beaucoup d'effets, mais je suis convaincu que ça n'apportera rien à la politique migratoire de la France. Troisième élément, le droit d'asile. Le droit d'asile, pour moi, imprescriptible et sacré. Mais le problème, c'est qu'il est détourné. Et que nous ne sommes plus au XIXe ou au début du XXe siècle, où effectivement se pressaient aux frontières de la France des gens qui étaient tous torturés. Nous avons aujourd'hui des gens qui fuient la guerre, qui fuient les massacres, qui fuient les persécutions et qui doivent être correctement accueillis. Et puis nous avons en parallèle, et c'est comme ça qu'on arrive à 120 000, 130 000, beaucoup de gens qui en réalité détournent les règles de l'immigration économique pour venir en France. La preuve, c'est que toutes nos juridictions, y compris après l'appel, font que seulement 80% en gros des demandeurs d'asile sont écartés et seulement 20% sont acceptés sur le territoire national comme avec le statut de réfugié. Ce qui veut quand même dire que plus de 80% ne respectent pas les règles ou en tout cas ne correspondent pas. Et là-dessus, Monsieur le Ministre, le vrai sujet, c'est que s'il faut réduire, bien entendu, l'immigration régulière, ce serait normal que le Parlement puisse voter chaque année un quota correspondant aux critères économiques et sociaux de la République. Ce serait normal que nous puissions décider qui rentre, qui ne rentre pas sur le territoire national de manière régulière. Mais en parallèle, je considère aujourd'hui, et je l'ai toujours dit, que les réfugiés obtenant réellement le droit d'asile obtiennent en réalité pas grand-chose. Très peu de choses. Les crédits sur l'intégration sont notoirement insuffisants. Ici, on fait un peu de français, ici, on fait un peu de formation civique, ici, on invente un petit film pour faire l'histoire de France en une demi-heure où on part de la préhistoire et on arrive au général de Gaulle. Les cours de français sont obligatoires, mais il n'y a pas d'examen final pour vérifier que vous ayez la moindre connaissance, ce qui veut dire en fait que bon, il faut venir, quoi. Mais à part ça, rien. Ça n'est pas sérieux, ça n'est pas digne. Et je veux dire que pour les réfugiés, pour les immigrants en situation régulière, les campements de réfugiés ou les campements dans les rues, le fait qu'il n'y ait pas assez de place, mais quels que soient les efforts en matière de CADA, c'est indigne. Et en fait, nous sommes sursaturés, et comme nous sommes sursaturés, nous traitons mal tout le monde. Les immigrés en situation régulière, ceux qui sont en situation irrégulière qui ne quittent pas le territoire national, et les réfugiés qui ne sont pas bien intégrés. Je termine, Monsieur le Président, en disant que tant qu'on ne remet pas à plat la politique migratoire, on n'y arrivera pas. En attendant, je voterai naturellement, comme l'ensemble du groupe LR, contre les crédits de cette mission. Merci. La parole est au dernier orateur inscrit, M. François Bonhomme, pour le groupe Les Républicains, pour 4 minutes. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre pays, comme de nombreux pays européens, doit faire face à un phénomène migratoire majeur qui devrait appeler la mise en œuvre de politiques et de mécanismes appropriés. C'est pour cela que cette mission Immigration, Asile et Intégration constitue une mission éminemment prioritaire. Je voudrais évoquer ici une question qui préoccupe tout particulièrement le sud-ouest de notre pays. Cette question, c'est celle de l'augmentation sensible des flux transitants par la route dite de la Méditerranée occidentale. L'Espagne est en effet aujourd'hui le premier point d'entrée des migrants dans l'Union européenne, avec plus de 41 000 migrants arrivés en Espagne sur les 9 premiers mois de 2018, soit une hausse de 143% par rapport à 2017. Nos voisins espagnols sont par là même exposés à une très forte augmentation de la demande d'asile, avec une proportion importante de mineurs non accompagnés. Ces flux donnent bien souvent lieu à des flux dits de rebond vers la France, puisque nombre de ces migrants ne font que transiter par l'Espagne et cherchent à franchir les Pyrénées. En témoigne la forte hausse du nombre de refus d'entrée à la frontière franco-espagnole. Comme je le disais en propos liminaire, la France est confrontée à, non pas à un, mais à des phénomènes migratoires sans précédent et protéiformes et aux résonances multiples.
Pour ce projet de loi de 2019, les crédits de la mission Immigration, Asile, Intégration représentaient 1,86 milliard d'euros en autorisation d'engagement et 1,69 milliard d'euros en crédit de paiement, soit une hausse de 38% en acte d'engagement et 22% en CP par rapport à la loi de finances initiale pour 2018. À périmètre constant, les crédits de la mission Immigration, Asile, Intégration augmenteront donc de 12%. Néanmoins, si le budget de la mission et de ces deux programmes présentent des crédits en hausse, ces derniers sont toutefois loin d'être suffisants. Je voudrais dire quelques mots en particulier sur la problématique du régime de Dublin. En 2017, près de 36% des demandes d'asile déposées au guichet unique des préfectures s'inscrivaient dans le cadre du régime Dublin, soit 36 000 demandes. Il s'agit là d'un niveau sans précédent. Pour rappel, les demandes relevant du régime Dublin étaient au nombre de 22 300 en 2016. L'année 2018 confirme par ailleurs cette tendance, puisque le premier semestre 2018 comptabilisait à lui seul 19 400 demandes. Notre pays est ainsi confronté cette année encore à une forte augmentation du nombre des demandeurs d'asile placés sous la procédure Dublin. Je regrette donc le rejet du gouvernement quant à une éventuelle abrogation de la circulaire Valls, ou à minima, quant à un durcissement des règles portées par cette circulaire, alors même que cette dernière a contribué à l'augmentation significative des régularisations de plus de 30% en 5 ans. Afin d'élaborer le projet de loi de finances pour 2019, le gouvernement a retenu une hypothèse particulièrement faible, pour ne pas dire chimérique, de progression de la demande d'asile. Plus 10% seulement en 2018, 0% en 2019, puis en 2020. Le gouvernement considère donc que le flux des personnes placées sous la procédure Dublin n'augmentera que de 10% en 2018 et diminuera de 10% en 2019 puis en 2020. Permettez-moi donc, Monsieur le Ministre, de m'interroger quant aux éléments factuels, sources et autres mesures ayant pu amener le gouvernement d'en arriver à de telles hypothèses. Je rejoins ainsi les propos émis par notre collègue rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, François-Noël Buffet, et m'interroge à juste titre quant, je cite, à la crédibilité des hypothèses sur lesquelles le gouvernement a calibré les crédits relatifs à l'asile au sein de ce budget, minorant exagérément une demande d'asile toujours très dynamique, au risque de fausser la sincérité de la programmation budgétaire. C'est donc sans état d'âme que notre groupe ne s'associera pas à cette orientation et ne votera pas les crédits de la mission Immigration. La parole est maintenant à M. Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, les crédits de la mission Immigration, Asile, Intégration représentent donc 1 694 millions d'euros, soit une hausse de 13%, pour être précis, à périmètre constant, avec déjà, je le rappelle, une progression de 26% en 2018. Cette hausse significative traduit le fait que la pression migratoire reste forte dans notre pays, avec notamment une demande d'asile très soutenue, vous l'avez rappelé. Notre attachement à la sincérité budgétaire nous a donc conduit à accompagner budgétairement cette hausse de la demande d'asile, mais elle correspond également à la traduction budgétaire de priorités politiques très claires, en application d'une part des décisions qui ont été prises au comité interministériel à l'intégration du 5 juin 2018 et d'autre part du plan d'action du gouvernement pour garantir le droit d'asile et mieux maîtriser les flux migratoires. Ce budget pour 2019 est donc robuste, complet, dans la mesure où il garantit à la fois les moyens qui permettront à l'État de renforcer les capacités d'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés, j'y reviendrai. Il assure par ailleurs des ressources nouvelles pour renforcer les instruments de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière, qui est bien également une priorité. Et enfin, il permet le changement d'échelle des politiques d'intégration qui sont déployées en faveur des étrangers, qui ont vocation à rester durablement en France. Et c'est bien une politique très équilibrée, Madame Benbassa, une politique très équilibrée que nous menons et qui priorise certes la politique de reconduite, mais également priorise l'intégration. Et j'y reviendrai en vous donnant quelques éléments chiffrés. Vous le savez, tout d'abord, notre pays reste soumis à une pression migratoire intense, évolutive, qui appelle de notre part une action toujours plus déterminée. Cette pression migratoire n'est pas sans paradoxe,
puisqu'en 2016 et 2017, le nombre de demandeurs d'asile dans l'Union européenne avait diminué de moitié, mais augmenté de 17% en France, dépassant le cap des 100 000 demandes d'asile enregistrées à l'OFPRA. Pour une part importante, cette hausse de la demande d'asile émane de personnes qui n'ont pas de véritable besoin de protection. J'en citerai deux exemples. En 2017, la première nationalité de demande d'asile de notre pays était l'Albanie, pays sûr, candidat à l'entrée dans l'Union européenne et dont les ressortissants n'ont guère plus de 6% de chances d'obtenir le statut de réfugié. La même année, on constatait en Guyane une hausse constante et préoccupante de la demande d'asile d'origine d'Haïti concernant les personnes qui ne font généralement pas état de motifs de protection au sens du droit international. D'où ce paradoxe, la demande d'asile est en hausse alors que les arrivées sur notre continent de personnes fuyant véritablement la guerre baissent. Cette réalité, le gouvernement s'en est saisi à bras-le-corps et je reprendrai, pour en apporter la démonstration, les deux mêmes exemples que ceux que je citais. S'agissant de l'Albanie, la demande d'asile en provenance de ce pays enregistre sur les 9 premiers mois de 2018 une baisse de 41% par rapport à la période de 2017. La même période en 2017, pardon. Pour obtenir ce résultat, l'élaboration avec le gouvernement albanais d'un plan d'action très concret destiné à dissuader les flux migratoires irréguliers a été décisive. De même, en Guyane, le constat avait été fait que la durée excessive de nos procédures d'asile constituait un facteur important d'attractivité. Nous avons donc pris un décret réduisant à titre expérimental à 2 mois le délai de traitement de l'asile dans ce territoire, ce qui a permis une baisse de la demande de 49%. L'année écoulée nous le prouve, mesdames et messieurs les sénateurs, pour dissuader les flux migratoires irréguliers, l'action déterminée de l'État porte ses fruits. Il n'en reste pas moins, et je le reconnais volontiers devant vous, que la France reste confrontée à une situation migratoire délicate qui justifie de poursuivre et d'amplifier notre action et par conséquent d'y allouer les moyens nécessaires. Là encore, je ne prendrai que 2 exemples particulièrement illustratifs. Après l'Albanie, la France est aujourd'hui la destination d'un nombre important et toujours croissant de demandeurs d'asile originaires de Géorgie. Ce pays a obtenu récemment une exemption de visa pour ses ressortissants qui se rendent dans l'Union européenne. Or, sur les 9 premiers mois de l'année, la demande en provenance de ce pays a enregistré une hausse de 289%. Donc notre détermination sera totale pour endiguer ce phénomène qui relève effectivement d'une migration économique et concerne très largement des personnes qui n'ont pas besoin de protection au sens du droit. Nous mobiliserons donc tous les outils bilatéraux mais aussi européens pour y parvenir. Du fait par ailleurs des dysfonctionnements actuels du règlement Dublin, notre pays est fortement exposé aux flux secondaires internes à l'Union européenne, flux dans lesquels les déboutés du droit d'asile sont hélas de plus en plus nombreux, chiffre qu'a rappelé Monsieur le sénateur Bonhomme. Un tiers des demandes d'asile enregistrées en France provient de personnes ayant déjà enregistré une demande dans un autre pays de l'UE. Cela n'est pas acceptable. Voilà pourquoi nous nous sommes, avec Christophe Castaner, fortement engagés dans les négociations européennes pour réformer enfin le système qui permet cela. Et même si, monsieur le sénateur Karoutchi, vous pouvez compter sur mon courage et ma ténacité pour affronter ce qui nous attend samedi, je dis bien affronter ce qui nous attend, j'étais néanmoins en plus ce matin, je suis devant vous ce soir, j'étais ce matin à Bruxelles pour évoquer la question avec mes homologues en marge du Conseil JAI, cette question de la réforme et l'évolution du règlement Dublin. Dans cette attente, nous continuerons d'utiliser avec détermination les outils à notre disposition en transférant les personnes concernées vers les pays européens chargés de l'examen de leur demande d'asile. Comme vous pouvez le constater en matière migratoire, l'enjeu de 2019, c'est de poursuivre et amplifier nos efforts pour maîtriser l'immigration, garantir le droit d'asile et tirer les conséquences de l'octroi ou du refus du statut de réfugié. En conduisant un dialogue ferme avec les pays d'origine des migrants pour qu'ils travaillent à dissuader les départs et qu'ils reprennent leurs ressortissants, en œuvrant à l'échelle européenne pour une réponse coordonnée aux défis migratoires que nous partageons, qu'il s'agisse des arrivées en Méditerranée ou des flux de rebond dans l'Union européenne, et en garantissant la dignité de l'accueil dans notre pays par la création en 2019, conformément aux engagements du président de la République à Orléans en juillet 2017, de 3 500 nouvelles places d'hébergement pour les demandeurs d'asile, en assumant d'éloigner ceux qui sont déboutés de leur demande d'asile, y compris, et je le dis sans détour, en les plaçant en rétention lorsqu'il existe un risque de fuite. Enfin, pour les quelques 30% de demandeurs qui obtiennent le statut de réfugié, en leur donnant réellement les moyens de s'intégrer dans notre pays. Ces orientations, mesdames et messieurs les sénateurs, sont celles qui guident la construction de notre budget. Concernant les moyens de la politique d'asile, en premier lieu, pour faire face à une demande d'asile toujours soutenue, les crédits de la mission Immigration, Asile et Intégration incluent des moyens supplémentaires
pour traiter les demandes d'asile et accueillir les demandeurs dans des conditions dignes. Ce renforcement du dispositif d'accueil et d'hébergement est indispensable. C'est le meilleur moyen de lutter contre les campements. Ainsi, pendant tout le temps du traitement de la demande d'asile, tous les moyens sont déployés pour accueillir dignement les demandeurs d'asile. Conformément aux engagements déjà pris par le gouvernement, 1000 nouvelles places de centres d'accueil pour demandeurs d'asile en CADA et 2500 places en hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile seront créées en 2019. S'y ajouteront 2000 places en centres provisoires d'hébergement qui visent à faciliter l'accès au logement des réfugiés les plus vulnérables. Ce projet de loi de finances met également fin à une anomalie qui voulait que les places d'hébergement pour demandeurs d'asile en Île-de-France dans les centres d'hébergement d'urgence pour migrants soient financées sur le programme 177 sous la responsabilité du ministre chargé du logement. Le projet de loi de finances organise donc le transfert de ces 7800 places de ces centres vers les programmes 104 et 303 pour un montant de 113 millions. Pour atteindre fin 2019, notre objectif d'un délai de traitement de 6 mois en moyenne de la demande d'asile, des renforts seront alloués à l'ensemble des services qui contribuent au traitement de ces demandes. Tout d'abord, 170 renforts de personnel titulaire ont été alloués aux préfectures et pour tous les personnels en fonction dans les services chargés des étrangers de l'asile, un plan d'attractivité sera mis en œuvre destiné à fidéliser l'expertise de ces agents, mais aussi à reconnaître leur implication et leur engagement dans ces missions parfois difficiles. De plus, 25 effectifs nouveaux seront dédiés à l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour investir des missions nouvelles, notamment armer les équipes mobiles prévues par la circulaire du 12 novembre 2017. En outre, 10 équivalents temps plein travaillés supplémentaires seront affectés à l'OFPRA, qui aura vu ainsi ses effectifs renforcés de 280 postes depuis 2015. Enfin, en dehors de cette mission, mais je le mentionne tout de même compte tenu de l'importance de cette juridiction, 122 ETP, équivalents temps plein, seront créés à la Cour nationale du droit d'asile, chargée de statuer sur les recours contre les refus d'asile décidés par l'OFPRA. Enfin, toujours s'agissant de l'accueil des demandeurs d'asile, ce projet de loi de finances prévoit la poursuite du rebasage de l'ADA, l'allocation versée aux demandeurs d'asile pendant toute la durée de la procédure, dont les crédits sont en hausse de 5,7% par rapport à la loi de finances initiale pour 2018. Concernant la lutte contre l'immigration irrégulière, le PLF traduit l'attachement très fort du gouvernement à la mise en œuvre d'une politique toujours plus crédible de lutte contre l'immigration irrégulière et d'éloignement. En la matière, l'entrée en fonction de ce gouvernement a marqué un tournant avec une reprise des éloignements de plus 14% en 2017, après des années de fléchissement. Pour ce début d'année 2018, la tendance se maintient, puisque le nombre de personnes ayant quitté le territoire est à nouveau en hausse de 20% par rapport à la même période de 2017. Mais cette tendance à la hausse, pour être amplifiée, appelle des moyens supplémentaires, en particulier si la dynamique de l'aide au retour volontaire est très positive, celle des éloignements contraints, plus 9%, est en deçà de la mobilisation, que je sais pourtant très forte, des services de l'État. Les préfets nous l'indiquent dans leur rapport. Ce qui est en cause, c'est une insuffisance criante de places en centre de rétention pour permettre l'éloignement effectif de ceux qui tentent de se soustraire à l'application du droit. L'engagement avait été pris, vous en souvenez, d'ouvrir 400 places supplémentaires en centre de rétention. Depuis octobre 2017, plus de 200 places ont déjà été ouvertes. Mais pour poursuivre cette dynamique, il nous faut également investir dans ces équipements et c'est la raison pour laquelle les crédits qui vous sont proposés prévoient un plan d'investissement en matière de rétention d'un montant de 48 millions d'euros. Concernant les éloignements, bien évidemment, une politique est menée de manière bilatérale avec chacun des États pour obtenir des laissez-passer. Nous sommes souvent dans une politique de cousu main et M. Christophe Castaner, le ministre et moi-même, nous mobilisons dans les relations que nous avons avec les États concernés pour améliorer ces taux de laissez-passer qui sont un élément important de la politique qui est menée. Concernant le budget de l'intégration, vous le savez, mesdames et messieurs les sénateurs, les efforts qui sont faits pour éloigner ceux qui n'ont pas vocation à rester durablement sur notre territoire doivent nous permettre d'amplifier en parallèle notre engagement pour donner plus de perspectives à ceux qui arrivent légalement en France. Il nous faut combattre leur assignation à des identités, des quartiers, des difficultés que nous ne connaissons que trop bien et leur donner tous les moyens de contribuer à la dynamique et à la diversité de notre nation. Il faut conclure, monsieur le ministre. Voilà. Mais vous le savez aussi, cela ne se décrète pas. Il faut travailler avec constance et ambition. C'est pourquoi le gouvernement a décidé un véritable changement d'échelle de notre politique d'intégration. D'abord par la maîtrise de la langue, par la maîtrise des valeurs de la République, avec des cours d'éducation civique qui ont été augmentés, puisqu'ils passeront par exemple de 12 à 24 heures. Et puis, deuxièmement, par une intégration, une insertion plus réussie par le travail.
L'augmentation totale de l'intégration, je donnerai ce dernier chiffre, Monsieur le Président, j'en terminerai par là, sur le budget intégration, ce sont 89 millions d'euros de crédits supplémentaires dédiés à la mise en œuvre des décisions du comité interministériel. Voilà ce que je tenais à vous dire, en m'excusant, Monsieur le Président, d'avoir légèrement débordé. Merci. Nous allons procéder à l'examen des amendements portant sur les crédits de la mission Immigration, Asile, Intégration, figurant à l'état B. Article 39, état B, l'amendement numéro 696. Madame Benbassa, vous nous le présentez. Qui a dit ça? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, dans son projet de loi de finances pour 2019, le gouvernement prévoit une augmentation de 46,3% du programme Intégration et accès à la nationalité française. Au sein de celui-ci, accueil des étrangers primo-arrivants et l'action accueil des étrangers primo-arrivants est revalorisée de 33,9%. C'est heureux et nous ne pouvons que nous en féliciter. Grâce à ces nouvelles dotations, l'OFII aura les moyens de mener une politique ambitieuse d'intégration. Est notamment prévu le doublement des cours de français, de la formation civique et d'une prestation d'orientation professionnelle. Tous ces éléments sont évidemment importants car la citoyenneté ne s'invente pas. Elle s'acquiert et ce par la socialisation, par l'emploi, par l'apprentissage de la langue, mais aussi des us et mœurs des pays d'accueil. Mais ces bons sentiments ne doivent pas empêcher une vision plus globale de la prise en charge des exilés. Pour ces primo-arrivants qui ont fui la guerre et le marasme économique, la priorité doit être avant toute chose la sécurité d'un foyer. Nous ne pouvons laisser se développer de nouveaux bidonvilles comme cela a pu être le cas à Calais. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'opportunité de visiter le centre Exelmans dans le 16e arrondissement de Paris. L'association Aurore, qui en a la charge, fait un travail formidable pour les migrants, mêlant accueil décent et apprentissage du français. De tels dispositifs devraient se multiplier. C'est ce que propose d'ailleurs le gouvernement en incorporant dans ce PLF 2019 la création de 3 500 places dans les centres d'hébergement d'urgence. Dans un esprit constructif, les auteurs du présent amendement proposent de soutenir et d'amplifier cette disposition en portant ce chiffre à 5 500 places. Le droit au logement est un objectif à valeur constitutionnelle. Il doit pouvoir s'appliquer à toute personne résidant sur notre territoire, ne serait-ce que temporairement. Merci. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission, s'il vous plaît? Avis défavorable, alors que nous avons les mesures d'éloignement les plus faibles qui soient. Il est, à mon avis, c'est une mauvaise idée de baisser encore ces crédits. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, la France est dotée d'un dispositif spécifique d'hébergement pour l'accueil des réfugiés les plus vulnérables. Tous les réfugiés n'ont pas vocation à être hébergés dans ces dispositifs. Au contraire, la plus grande partie d'entre eux accèdent au logement dans le cadre des dispositifs de droit commun. Donc les efforts déployés dans le cadre du PLF, je les ai rappelés, donc ce sont 3 500 places. Et en définitive, en 2017 et fin 2019, soit en 3 ans, ce parc aura été multiplié par 4, portant sa capacité à 8 707 places au plan national. Donc le gouvernement a donc mis en œuvre un effort très conséquent qui se poursuit cette année, comme je le rappelais, conformément aux engagements pris. Donc, compte tenu de ces efforts, priver le programme 303 Immigration Asile de 20 millions d'euros, alors que ses besoins sont également élevés, n'apparaît pas justifié. Donc, le gouvernement est défavorable. 2 avis défavorables. L'amendement est maintenu. Je le mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 697, Madame Benbassa. Merci, Monsieur le Président. Dans un contexte marqué par une demande d'asile soutenue et par une immigration en progression, les moyens budgétaires prévus par l'exécutif sont insuffisants. Partant de prévisions erronées des demandes de l'OFPRA, l'exécutif a déterminé le montant des crédits en retenant l'hypothèse d'une stabilisation de la demande d'asile en 2019. Ce calcul, quelque peu erroné, entraîne un risque de sous-budgétisation de la mission et, oserais-je le dire,
une insécurité, une insincérité budgétaire. Cette hypothèse est jugée irréaliste par l'ensemble des associations et organismes compétents, estimant que l'OFPRA risque l'engorgement du fait d'un nombre croissant de requérants dans les années à venir. Le présent amendement vise ainsi à la création d'un fonds de soutien à la garantie de l'exercice du droit d'asile afin de renforcer le financement de l'action 02 du programme 303 Immigration et Asile. Nous espérons ainsi réunir les conditions d'un fonctionnement plus efficient de l'OFPRA par davantage d'emplois de personnel qualifié. Alors que l'action lutte contre l'immigration irrégulière a augmenté drastiquement de 86% de 2018 à 2019, nous jugeons qu'un transfert de 20 millions d'euros vers un soutien à l'exercice effectif du droit d'asile est nécessaire, et ce, afin d'offrir aux primo-arrivants des conditions d'accueil dignes. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission, s'il vous plaît. Madame la Présidente, nous partageons votre avis sur la sincérité du budget, malgré les efforts et les augmentations de ce budget. Donc, mais par contre, priver de la même façon que pour le premier amendement, priver le budget d'éloignement au profit d'autre chose me paraît une mauvaise idée. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, le fonds dont il est envisagé la création par prélèvement des moyens du programme 303 aurait exactement le même objet que certaines des actions financées par ce même programme 303. Dès lors, sa création ne nous paraît pas utile. Alors donc le gouvernement émettra un avis défavorable pour des raisons un peu différentes. Nous considérons que l'augmentation est quand même significative, ne serait-ce que pour vous donner un seul exemple pour l'OFPRA, que les moyens, donc vous considérez que les moyens sont insuffisants. Et je précise que depuis 2015, les crédits alloués à l'OFPRA ont augmenté de 65% pour atteindre 70 millions dans ce PLF. Donc, et dans le même temps, ce sont 280 emplois qui ont été créés dans cet établissement public. Donc le gouvernement émet un avis défavorable. Je peux le mettre aux voix, Madame Benbassa? Vous le maintenez. Je le mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 698, Madame Benbassa, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le 23 novembre, au tribunal de grande instance de Paris, un jeune burkinabé de 15 ans s'est défenestré après avoir été entendu par le juge. Ce fait n'est hélas pas un cas isolé et nous a été signalé par plusieurs associations. La cécité du gouvernement sur ce grave enjeu de santé publique nous interroge. La souffrance psychique des migrants est directement provoquée par les violences que subissent ces personnes, tant dans leur pays d'origine que lors de leur traversée. Ces multiples troubles, parmi lesquels figure le syndrome de stress post-traumatique, compliquent également le travail des agents de l'OFPRA, censés examiner la véracité des récits et témoignages. Les demandeurs d'asile qui en sont atteints souffrent d'amnésie traumatique et ne peuvent relater aisément et avec précision les persécutions subies. Ces pathologies mentales peuvent être plus graves encore. Sans suivi médical, les individus peuvent pâtir à long terme de maladies psychiatriques de plus grande ampleur, telles la schizophrénie. Parce que le suivi psychotraumatique est inexistant et occulté par les politiques publiques, nous proposons la création d'un fonds nécessaire à la prise en charge des pathologies dont souffrent ces personnes brisées par l'exil. Mes chers collègues, il est de notre devoir de mettre en place, au sein de notre politique d'accueil et d'intégration, une offre de soins en santé mentale afin de redonner confiance et dignité à ceux qui sont atteints de syndrome psychotraumatique. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission, s'il vous plaît. Mes chers collègues, nous accueillons mal parce que nous accueillons trop. De la même façon, nous avons parlé tout à l'heure de l'AME, nous avons réussi à faire passer une baisse des crédits de l'AME. Eh bien, cet avis est défavorable, bien entendu. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, donc, quelques éléments de réponse à Mme Benbassa concernant son amendement. Donc, les éventuels troubles psychotraumatiques que peuvent connaître les primo-arrivants font l'objet d'une prise en charge à la fois au titre de l'intégration, mais aussi en tant qu'impératif de santé publique. Vous donnez
Rapidement, 2 exemples. Depuis plusieurs années, les crédits de l'action 2, garantie de l'exercice du droit d'asile, sont mobilisés au bénéfice d'associations qui interviennent spécifiquement dans le champ de la prise en charge de ces types de syndromes pour les demandeurs d'asile. En 2018, plus de 500 000 € ont été versés à des acteurs associatifs spécialisés dans la prise en charge médico-psychologique de demandeurs d'asile. Et il s'agit uniquement de crédits spécifiques mobilisés à cette fin. Cette politique a été confirmée dans le cadre du comité interministériel de juin 2018 en matière d'intégration. Donc dès lors, la création d'un fonds national n'apparaît pas opportune, d'autant plus que les modalités de prise en charge de ces traumatismes ont été mieux définies au plan local et que les préfets bénéficient de moyens supplémentaires qui, de surcroît, sont déconcentrés sur les territoires pour mieux prendre en compte ce type de traumatisme. Donc l'avis du gouvernement est défavorable. Défavorable. Monsieur Karoutchi a demandé la parole. Oui, juste un mot, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, pour dire à Madame Benbassa que l'OFII, notamment, a créé massivement, depuis 2 ans, des postes de médecins, a développé l'ensemble des programmes d'accueil et de contrôle médical, ne serait-ce que parce que, naturellement, on ne peut pas laisser dans les rues de nos villes des gens qui pourraient avoir des problèmes de santé. Et donc, il y a un contrôle médical aujourd'hui quand même beaucoup plus performant qu'il y a 3-4 ans. Alors, je ne dis pas que c'est forcément merveilleux, magnifique, mais il y a déjà un très gros effort qui est réalisé par les pouvoirs publics depuis 3 ans en la matière. Je pense que en la matière, il faut laisser l'OFII continuer son travail et ne pas créer autre chose. Je peux mettre au voie l'amendement. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 574 rectifié bis ne sera pas défendu. Il tombe. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission Immigration, Asile et Intégration figurant à l'état B. Je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite. Je mets donc aux voix les crédits de la mission. Qui vote pour? Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Les crédits ne sont pas adoptés. Voilà pour le rejet hier soir des crédits de la mission Immigration, Asile et Intégration lors de l'examen du projet de loi de finances 2019. Le rejet de ces crédits, ce n'était pas une surprise puisque c'est ce qui avait été préconisé par la commission des lois à l'issue du rapport jugé choc de François-Noël Buffet qui a notamment jugé que les efforts pour lutter contre l'immigration irrégulière étaient insuffisants de la part du gouvernement, mais aussi que le budget n'était pas au rendez-vous. Notez que la gauche sénatoriale était également en désaccord avec ce texte, mais pour des raisons diamétralement opposées. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.